C'est intéressant, ça, la notion qu'on pense qu'on a inventé la mondialisation au 20e siècle. Aujourd'hui, à Vérité ou Pandémie, le youtubeur Thomas Gauthier, c'est moi, en passant, s'entretient avec l'historien Laurent Turcot pour voir comment ça s'est passé quand les pandémies n'avaient pas encore Netflix. On se rend compte que plus ça change, plus c'est pareil. Aujourd'hui, on parle avec Laurent Turcot, historien et prof cool de l'Université du Québec à Montréal. On se penche sur les grandes pandémies de l'histoire et les manières dont on s'en est sorti. Tu as accepté de faire semblant que mes questions n'étaient pas trop niaiseuses. Donc non, mais là, beaucoup. attends. Historien cool, il va falloir que tu me définisses ça. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? C'est de toi? C'est-à-dire que t'es un professeur. Tu sais, les professeurs, d'habitude, sont plates. Sont plates, sont pas cool. On salue toi, tout le corps professoral québécois en ce moment. Exactement. Puis, toi, écoute, tu vulgarises, tu parles à la jeunesse, à ma génération, à toutes les générations, en fait. Fait que c'est pour ça que je dis que t'es un prof cool. C'est bon, j'aime ça. OK, cool, je le prends. Fait que je propose qu'on commence peut-être notre discussion en établissant un peu les bases, en parlant un peu des autres grandes pandémies de l'histoire. C'est quoi les pandémies, disons, dans les 100 dernières années qui ont été marquantes? Mais tu sais, dans les 100 dernières années, on en a beaucoup parlé quand la pandémie de la COVID-19 a commencé. Ça a été la grippe espagnole. Tout le monde s'est dit, nous, notre génération, celle de nos parents, mais peut-être pas celle de nos grands-parents, n'ont pas vécu de pandémie. Quand je dis pandémie, là, c'est pas juste des petits espaces avec des maladies qui se développent. Il y a eu Ebola, bien sûr, en Afrique. Il y a eu le SRAS, on s'en souvient peut-être, les plus jeunes. Il y a eu beaucoup de cas à Toronto. Il y a eu beaucoup de cas aussi en Chine, à Hong Kong. Mais tu sais, la grande pandémie, l'espèce de marqueur que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle la grippe espagnole. Mais elle est très mal nommée, la grippe espagnole. C'est une grippe H1N1 qui, au départ, s'est développée dans les années 1917 et on est en plein pendant la Première Guerre mondiale. Et là, les pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada, bien sûr aussi, ne veulent pas parler de cette grippe-là. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si on parle du nombre de morts qui sont développés par la grippe espagnole, ça va nuire à notre propagande, disons-le comme ça. Mais l'Espagne, elle, était un pays qui était en dehors de tout ça. Elle était neutre. Donc, eux, en Espagne, on continue, ou plutôt, on va parler de la grippe. Et on va la qualifier d'espagnole, mais elle n'a rien d'espagnol là-dedans. C'est quand même assez important. Mais pour comprendre la grippe espagnole qui va grossièrement de 1917 à 1921, il faut se rappeler ce qui s'est passé 30-40 ans avant, ce qu'on a appelé la grippe russe ou la grippe asiatique. On n'est pas sûr. Elle se serait développée dans les steppes de l'Asie et cette grippe-là a affecté beaucoup de gens. Et on dit que le pathogène de la grippe russe, quand il est arrivé dans les corps des hommes, des femmes, ça amoindrit les défenses. Ce qui fait que quand la grippe espagnole est arrivée en 1917, 1918, 1920, là, il y a comme eu un passe-droit du système immunitaire, ce qui fait que ceux qui avaient eu la grippe espagnole ont été énormément touchés par la grippe espagnole. Et là, il faut rappeler quand même que, je te dis, c'est une grande grippe. On évalue entre 20 et 100 millions de morts. Et il y a eu 3 vagues. Ça me dit quelque chose. Hein? Et la dernière, qui a été la plus meurtrière, a surtout touché l'Inde. Ça nous rappelle encore quelque chose. Hein? Ouais. La COVID-19, ça a été exactement la même chose. Mais bizarrement, ici au Québec, la pandémie de la grippe espagnole, la 3e vague a été quand même très meurtrière malgré tout. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à isoler nécessairement les facteurs qui ont amené à la mortalité de certaines personnes. Ce qu'on appelle aujourd'hui la comorbidité, c'est-à-dire, il y a des gens qui souffrent de diabète, des gens qui souffrent de plein d'autres maladies, et arrive la grippe espagnole, ça va amoindrir encore leur système, et ils vont mourir. De quoi meurent-ils? Est-ce qu'ils meurent, par exemple, du diabète, ou c'est la grippe espagnole? Mais en tous les cas, ça va provoquer une grande détresse chez la population, mais aussi dans les gouvernements. Et ça, je te dirais, ça a encore marqué les esprits. Puis, si vous voulez vous en rendre compte, moi, j'ai une espèce d'habitude un peu morbide, tu me diras, c'est d'aller dans les cimetières des fois, parce que, on va souvent fleurir les tombes, chose qui se fait de moins en moins. Tu vas voir tes ancêtres, tu vas voir tes parents, tes grands-parents qui sont peut-être décédés, et tu vas fleurir une tombe. Et quand tu es dans les cimetières, tu regardes un peu les tombes, et il n'est pas rare que sur des tombes au Québec, tu vois écrit « Mort de la grippe espagnole ». Et quand on regarde ça, on se rend compte que ça a vraiment été une hécatombe pour le Québec et pour le Canada, chose qu'on a oubliée malheureusement. Mais
depuis à peu près 1 an, je te dirais que les livres sur la grippe espagnole ont explosé. Ceux qui avaient fait des thèses sur la grippe espagnole, personne ne s'intéressait à eux. Là, tout d'un coup, ils sont les grands spécialistes qu'on veut entendre. On leur demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appliqué comme mesure, est-ce que ça a marché, quelles ont été les erreurs. Bref, c'est là le grand moment, je te dirais, qu'on peut faire en parallèle avec la COVID-19 aujourd'hui. Puis c'est la raison pourquoi on la compare tant à la grippe, à la COVID-19 en ce moment, ça se transmet un peu de la même manière. Ça se transmet de la même manière, mais tu sais, c'est une grippe aussi. Mais le problème qu'on a avec la grippe espagnole versus la COVID-19, c'est que la virologie n'était pas développée. Puis on n'a pas isolé le virus avant les années 1930-31 environ. Donc, on manque beaucoup de données. Et on a fait des études par la suite, mais comme on avait envie de passer à autre chose, on a un peu oublié la grippe espagnole. On s'y réfère parce que c'est le dernier grand moment où il y a eu une pandémie mondiale avec un virus aussi dangereux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres pandémies, mais qui a touché autant de gens, ça, c'est sans doute la grande référence. Et à l'époque de la grippe espagnole, la grande référence, c'était la peste noire. Ouais. La peste noire au 14e siècle qui aurait fauché 1/3 de la population européenne. C'est quand même assez impressionnant. On l'appelle la peste noire parce que tu avais des plaques noires qui apparaissaient sur le corps et la mort pouvait arriver dans les 7 jours après l'apparition des premiers symptômes. Donc, la grippe espagnole, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de médicaments qui permettaient d'aider les gens à s'en sortir et il n'y a jamais eu de vaccin. Et c'est ça que les gens avaient comme peur pour la COVID-19 parce qu'on disait c'est un virus, c'est un coronavirus, on l'a tellement entendu ce mot-là, et on a de la difficulté à trouver un vaccin pour le coronavirus parce que le virus mute. Tout le monde se dit « Hey, il y a le variant de tel pays, tel pays, tel pays, tel pays », mais c'est pas neuf qu'il y ait des variants. Et la grippe espagnole, sans doute, il y en a eu, je le mets entre guillemets, parce que, comme je te dis, on n'avait pas la virologie qui était développée. Aujourd'hui, le moindre petit frémissement du virus est saisi par les scientifiques et on est capable de dire il y a eu tel élément, chose qu'on n'avait pas pour la grippe espagnole. Puis, combien de temps ça a duré, la grippe espagnole? On pense, parce encore là, c'est des estimations. Tu sais, en histoire, on ne travaille pas sur le passé. Tu travailles sur les traces du passé. S'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de passé. Donc, si tu veux être sûr qu'un événement soit oublié, brûle toutes les bibliothèques, brûle tous les gens qui ont vécu l'événement, brûle tous les documents. Mais pour la grippe espagnole, on pense que ce serait soit aux États-Unis, soit en Inde. Mais une des théories qui est sans doute la plus affirmée par les historiens et les historiennes, c'est celle voulant qu'en 1917, c'est au camp Foston, dans le sud des États-Unis, que ce serait développé ou aurait muté un virus de la grippe qui se serait appelé le virus H1N1, donc le coronavirus, et qui ensuite, avec les soldats américains concentrés dans des camps militaires, se serait répandu très rapidement. Ces gars-là, certains sont asymptomatiques, sont envoyés en Europe, débarquent dans les ports de Bordeaux, notamment en France, ou encore à La Rochelle, ensuite sont envoyés dans les tranchées, serrés les uns contre les autres, dans des conditions sanitaires affreuses, les conditions parfaites pour qu'un virus se développe et se répande partout. Plus encore, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler parce que c'est un facteur qui pourrait amoindrir le moral des troupes, mais plus encore de la patrie. Donc, tout ça se répand très rapidement. Et ça peut nous rappeler justement le début de la COVID-19. Souvenons-nous, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la COVID-19 parce qu'il a été développé en 2019. On dit que c'est en 2020 que tout a démarré, mais nous, ici en Occident, certes, mais pour la Chine, dès les premières apparitions du virus, on a fermé, on voyait des immenses hôpitaux qui se construisaient. Nous, on était dans le déni complet parce qu'on se disait, nous, on a la science, on a la médecine, on est capable de fermer ça, mais... Tu sais, les avions, ça voyage. Hein? Puis on se souviendra peut-être qu'il y avait des avions qui étaient en Chine, qui devaient ramener les Canadiens, puis ils n'ont pas eu de quarantaine. On les a tout de suite réintégrés. Tout était là. Tu sais, pour ceux qui ont peut-être vu ou pas vu le film 12 Monkeys avec Brad Pitt, où justement, c'est l'histoire d'un scientifique qui développe un virus pour tuer l'humanité. Où est-ce qu'il s'assure qu'il soit bien répandu dans les aéroports. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'au début, la Chine, on lui a beaucoup reproché de ne pas avoir donné les informations, de ne pas avoir dit au monde entier, voici ce qui s'en vient, c'est très dangereux. Et il y a des médecins, justement, qui se filmaient. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, qui avait peut-être une 40aine d'années, très jeune, et il se filmait sur son lit d'hôpital en disant, c'est un virus mortel, il faut que vous vous prépariez.
on va tout crever. Et lui a été muselé par le système communiste chinois. Et là-dessus, on a beaucoup reproché à la Chine. L'OMS, depuis, a envoyé des spécialistes pour voir quelles étaient l'origine, quelles étaient les origines. Il y en a qui ont dit des chauves-souris, d'autres vont dire que c'est les pangolins. La vérité, c'est que peut-être qu'on va le savoir plus tard, de la même manière que pour la grippe espagnole, on l'a su une trentaine d'années, une vingtaine d'années plus tard, peut-être que ça va être la même chose. Mais chose certaine, si on veut apprendre des erreurs de la grippe espagnole, c'est qu'il faut continuer les études sur ce virus-là. Sans doute que ça va continuer parce que c'est des milliards de dollars aussi qui va rapporter autant au gouvernement, mais surtout aux compagnies pharmaceutiques, ça c'est sûr. Et tu parlais que la transmission de la COVID-19 s'est fait beaucoup par les aéroports, puis on parlait beaucoup aussi de la mondialisation, le fait qu'on voyage tellement entre les pays maintenant, c'est sûr que ça a contribué à la flambée épidémique, mais avant, les avions, en tout cas avant cette mondialisation-là, dans la grippe espagnole, ou même tu parlais de la peste noire, comment ça se transmettait sur toute la planète? Tu parlais un peu dans le contexte de la guerre pour c'est intéressant, ça, la notion qu'on pense qu'on a inventé la mondialisation au 20e siècle. On pense que le voyage facilité par les avions, par les trains, par la voiture a fait et a inventé la mondialisation. C'est complètement faux. Tu sais, la mondialisation, dès l'époque antique, l'Empire romain, ou même avant, l'Empire d'Alexandre, Alexandre le Grand, qui va pousser ses conquêtes jusqu'en Inde face aux éléphants indiens. Carthage, la même chose. Tu sais, la mondialisation, elle l'est dans la mesure où les hommes occupent la Terre. Il y a des échanges. Et le meilleur facteur de mondialisation, c'est le commerce. Quelqu'un qui veut faire de l'argent veut envoyer ses produits le plus rapidement partout sur le monde. Et pendant la peste noire, on pense que c'est soit le rat, soit la gerboise qui aurait amené justement le bacille de la peste dans les ports européens. Certains des grands ports qui étaient Londres, qui étaient encore Amsterdam, qui était la porte d'entrée de l'Europe, mais ça commerçait, c'est le monde entier qui se révélait dans les Pays-Bas au 16e et au 17e siècle. Donc, elle était là, la mondialisation. On n'a rien inventé avec ça. Peut-être que la rapidité a été plus grande, oui, mais les facteurs de contamination étaient déjà présents. Les échanges de personnes, tu sais, quand je te disais pendant la grippe espagnole, les soldats qui sont envoyés sur le front, avant ça, prenons une épidémie qui est un peu moins connue, qui est celle du choléra des années 1830. Ici, au Québec, elle va se développer en Inde, elle va ensuite partir vers l'Angleterre, de l'Angleterre aller vers l'Irlande. L'Irlande, on va mourir en gang. Ensuite, on va vouloir immigrer, on part en bateau, on arrive au Canada, on se rend compte qu'il y a une épidémie, on force les gens à s'arrêter dans une station de quarantaine qu'on va appeler Grosse-Île. Et là, à un moment donné, il y a tellement de bateaux, certains bateaux vont passer tout droit et arriver carrément à Montréal et à Québec pour déployer ce choléra. Et tout ça, pourquoi? Avec les hommes. Tu sais, la frontière, c'est une invention des hommes. À un moment donné, la nature s'en fout. Ouais. Peu importe, tu dis, on ferme la frontière, il y a des facteurs de contamination. Puis on s'en rend compte avec la COVID-19. Tu sais, quand tu dis on parle, justement, le seul fait que ce soit aérosol, que ce soit les gouttelettes, justement, bonne chance pour le contrôler à travers ça. Puis l'histoire nous le montre encore. Puis tu sais, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que une des grandes épidémies, je pense, qui peut nous apprendre énormément, c'est celle de 1665. On est à Londres, au 17e siècle, donc, grande peste qui se révèle, des milliers de morts, mais très vite, on va se rendre compte, les autorités vont se rendre compte qu'il faut isoler. Donc, on impose justement aux familles qui sont touchées d'être confinées chez elles. On marque leur porte d'une croix en craie blanche pour dire, attention, il y a la peste dans cet endroit-là. On va stationner des officiers de la ville pour être sûr qu'ils ne sortent pas. On va forcer les gens à prendre de la distance les uns les autres. Et on va quand même relativement bien enserrer cette grippe, pas cette grippe-là, mais cette peste-là. Mais tu sais, c'est les mêmes techniques qu'on utilise aujourd'hui. Ouais, et c'est pour ça... Ben oui, la quarantaine, la distanciation, et c'est ce qu'on va faire aussi pendant la grippe espagnole. Le masque aussi. Mais c'est étonnant de voir à quel point certaines personnes refusent de reconnaître ça. Et à quel point l'histoire est une espèce de guide là-dessus pour dire ce qui a marché. Et c'est pas étonnant que tu me poses la question comment on a fait dans le passé. Mais nos gouvernements, quand est arrivée la COVID-19, je trouve toujours étonnant qu'il n'y ait pas d'historiens pour leur dire
Gang! On est passé par là. On est passé par là. Tu sais, une des très, très grandes historiennes qui a travaillé sur la question, c'est Laurence Monet, de l'Université de Montréal, qui a fait un livre magnifique sur le refus de la vaccination, ou encore un livre sur l'histoire de la médecine du 19e au 20e siècle. Et elle-même, écoute, quand je l'ai interrogée, elle me dit, moi, je comprends pas pourquoi ils m'ont pas appelé. Je comprends pas pourquoi. Puis je suis présente, j'interviens. Puis il y a des thèses qui ont été faites là-dessus. Mais on a l'impression que ce qu'il nous faut, c'est deux choses. Puis tu sais, dans le monde en général, si tu regardes les budgets des gouvernements, c'est la santé et l'économie. C'est ces deux vecteurs-là où on va convoquer les experts. Et pourtant, les experts en sciences humaines ont, je pense, quelque chose à dire. De la même manière, on les a convoqués quand il y a eu des questions d'éthique. Ce que j'entends par question d'éthique, c'est à un moment donné, le système de santé était presque saturé. On arrivait à une limite critique où on se disait on n'aura plus de lit. Donc, ce qui s'en vient, c'est de déterminer qui va être traité en premier. Et là, qui détermine ça? Bien, c'est là qu'arrivent des philosophes, des éthiciens qui sont spécialisés dans l'éthique, justement pour dire, il y a une question morale là-dessus. Je ne peux pas te dire quels sont les facteurs qui vont être déterminés. Moi, je veux justement qu'on m'éclaire sur la question. Mais là, on l'a fait, puis on s'est rendu compte, peut-être c'est intéressant. Puis c'est les mêmes personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle en disant, jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle gérer les destinées de l'homme? Mm-hmm. L'homme avec un grand H, bien sûr, tu l'auras compris, là. Mais il y a, selon moi, un problème avec la représentation des sciences humaines, de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, de la science politique dans l'espace public. On nous présente comme des pelleteurs de nuages, des gens qui engrangent des subventions pour ne rien produire, pour construire une tour d'ivoire, mais il y a un échange qui doit être fait entre les deux pour y arriver. Puis pourquoi, par rapport aux historiens en particulier, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas été consultés? Est-ce que c'est parce qu'on considère que ça fait tellement longtemps que parce que c'est inutile, entre toi et moi. Les gens qui prennent des cours d'histoire, c'est pour se divertir. Puis ils pensent que c'est juste pour le fun, puis c'est comme, je vais te raconter une histoire. Ça va être le fun. Mais non, tu sais, c'est une capacité de réfléchir le monde puis de penser le monde. Puis tu sais, dernièrement, j'avais fait une vidéo sur... Tout le monde dit, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu ensuite la grippe espagnole, et après ça, il y a eu les années folles. Donc, la grande question que se posaient les médias, c'est est-ce qu'on va revivre les années folles? Pour te le résumer rapidement, ce qu'on a appelé les années folles, je le mets entre guillemets pour ceux qui ne me voient pas, c'est une période où là, les gens se laissent aller. Mm-hmm. Et là, on part, on dépense, on a du fun. Tout d'un coup, la vie n'a qu'un sens, le plaisir. Mais entre toi puis moi, là, l'invention des années folles, on a commencé à nommer cette période-là seulement en 1960 et 1970. C'est les gens qui, des fois, n'ont pas vécu cette période-là, qui l'ont regardé a posteriori en disant « Hey, ça devait vraiment être le fun! » Mais entre toi puis moi, dans ta famille, tu as perdu ton père à la guerre. 2 de tes enfants sont morts pendant la grippe espagnole. Arrive 1920, wouhou! Let's go, on fait brûler la brassière, puis on va sortir dans les clubs de jazz. Pas vraiment. Mm-hmm. C'est pas de même, ça s'est passé. Puis c'est là que, quand tu donnes à des économistes le plateau pour tout interpréter, c'est pas des historiens. Ils ne comprennent pas ce qu'est la matière de l'histoire. Ça te prend de la philosophie là-dedans. Puis ça te permet surtout d'arriver avec un esprit plus critique, mais plus nuancé. Mm-hmm. Tu sais, quand tu dis ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était toutes des caves. Plus complexe. Puis ça te permet aussi de comprendre les gens d'aujourd'hui. Tu sais, quand on les appelle les conspirationnistes, on les appelle les covidios, peu importe, plutôt que les juger, à un moment donné, il faut comprendre quelles sont leurs racines intellectuelles, d'où ça vient. Pas pour les légitimer, mais essayer justement de voir les racines du problème. Puis pour ça, il ne faut pas juger, il faut comprendre. Et c'est là que des fois, nos chroniqueurs qui sont dans les médias devraient laisser la place à des spécialistes. Mais quand je dis spécialistes, c'est des gens qui sont capables de le dire le plus simplement du monde. Ouais. Tu sais, c'est comme un spécialiste, il va te dire « Bon, OK, avez-vous 3 heures pour moi? » Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, les médias. Ouais. Tu vas avoir un clip de 15 secondes. Fait que es-tu capable de rentrer quelque chose d'efficace en 15 secondes? Non. Puis... C'est ça. Justement, essayons de comprendre comment ça s'est passé, les autres pandémies, ou comment ils ont réussi à s'en sortir. Ça ressemblait à quoi, les stratégies des gouvernements? En tout cas, disons, dans la grippe espagnole. Mais dans la grippe espagnole, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a déployé des hôpitaux un peu partout. Tu sais, aujourd'hui, il y a un système de santé qui est pris en charge par le gouvernement. Tu as des médecins du gouvernement, tu as des infirmières qui sont... En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, il y a des sous-traitances de compagnies d'infirmières, des fois, qui nuisent aux hôpitaux. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est l'État qui gère ça. À l'époque,
l'État n'était pas aussi présent. Tu sais, l'État paternaliste qui prend en charge, qui gère justement la destinée des gens. Les gens se demandent pourquoi vous payez des impôts. Bien, pour avoir des hôpitaux, pour avoir des policiers, pour qu'il n'y ait pas d'ordures devant chez vous. Ouais. Ce qui fait que là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est difficile de rentrer dans l'hôpital. » Mais quand tu es dedans, tu es pris en charge. À l'époque, c'était pas comme ça. Ça te coûtait de l'argent, entrer dans l'hôpital. Donc, tu es malade, tu vas à l'hôpital, c'est 1 année de salaire qui passe. Pour une famille qui n'arrive pas à manger, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils n'iront pas, tout simplement. Ils vont faire venir leur amancheur. Ils vont faire venir une espèce de vieille madame qui a des sortilèges, qui va te donner du camphre ou qui va te donner de l'huile de foie de morue, puis elle va te dire « c'est beau, ça va partir ». Ça a été un des problèmes. Puis plus encore, pendant la grippe espagnole, tu avais beaucoup de médecins qui étaient à la guerre et des infirmières, donc on manquait de personnel. Après la grippe espagnole, en fait, quelques mois après, on s'est dit on a besoin d'une instance fédérale. On va créer le ministère fédéral de la Santé pour englober justement les politiques publiques qu'on développait pour prendre en charge les épidémies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la réponse gouvernementale a été très rapide quand même. On peut critiquer, puis à juste titre, il faut critiquer. Mais il y a quand même une instance qui centralise pour la campagne de vaccination. Il y a une personne qui gère les envois après ça dans les provinces. Dans les provinces, c'est les ministres de la Santé qui le gèrent. On a un directeur de la santé publique. Il y a des autorités constituées. C'est après la grippe espagnole qu'on s'est dit il faut avoir des autorités constituées pour développer une réponse coordonnée. Puis au niveau des comportements de santé, tu sais, là, on a la distanciation, on a les masques, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait aussi dans la grippe espagnole? Oui, pendant la grippe espagnole, on a vu les masques se développer. Tu sais, l'histoire du masque, c'est quand même assez récent. Ça peut-être une centaine, 120 ans environ. Mais le problème, c'est que certaines personnes écoutaient moyennement, faisaient des trous dans les masques pour pouvoir fumer, ou encore le baissaient, comme on le voit, là, tu sais, certaines personnes... Ça n'a pas tant changé, ça. Non, c'est ça. La distanciation sociale, même chose. Les théâtres fermés, tous les lieux publics fermés. Et ne plus se promener, justement, dans l'espace public, des couvre-feux. Ça, on en a vu quelque peu plutôt ailleurs qu'au Québec. Mais tu sais, c'est les mêmes techniques. La technique qui était celle de l'immunité collective qu'on comprenait moins à l'époque, c'est ça qu'on visait malgré tout. Ouais. Mais le problème pendant la grippe espagnole, c'est que avec la COVID-19, c'est surtout les personnes de plus de 60 ans, disons-le comme ça, qui sont touchées. À l'époque, c'est surtout les jeunes âgés entre 20 et 40 ans qui mouraient massivement. Tu sais, imagine un peu, là. En ce moment, les comportements des 20-40 ans, c'est, disons, les, comme on dit en anglais, les plus reckless, qui se laissaient là en disant, bon, c'est pas grave. Sans moins de danger, puis, ouais. Et pourtant, à l'époque, c'était ceux qui étaient touchés les plus violemment. Donc, tu sais, la publicité que le gouvernement fait en ce moment pour inciter les jeunes à se faire vacciner, moi, j'ai envie de dire, allez juste chercher dans la grippe espagnole et montrer que c'était eux qui mouraient massivement. Vous avez la meilleure publicité que vous pouvez utiliser ici. Puis au niveau de... Si tu parlais qu'il y en avait qui ne suivaient pas les règles, au niveau de l'adhésion, je parlais justement à une professeure en psychologie l'autre jour, puis elle me disait que le Québec a somme toute assez bien adhéré aux mesures, en tout cas au niveau des comportements de santé, là, confinement, etc., etc. Est-ce que ça ressemblait à ça dans la grippe espagnole? Oui, ça ressemblait un peu à ça, mais tu sais, tu avais toujours des gens qui sont réticents, qui s'y refusent. Mais la difficulté qu'on a d'aujourd'hui par rapport à hier, c'est qu'aujourd'hui, on a des mesures très fiables. Tu sais, on a Google qui nous dit, bon, ben d'après les données, les gens sont restés chez eux durant le premier confinement, puis on le voit, puis François Legault était très fier d'arriver avec un graphique pour dire, regardez, tout le monde écoute, ça marche. Ouais. Mais à l'époque, traquer des gens avec des puces informatiques, avec des téléphones, c'est un petit peu compliqué. On ne l'avait pas. On avait simplement la bonne foi des gens. Puis tu sais, le système qui est le nôtre aujourd'hui du confinement est basé sur la bonne foi. Il faut que vous me croyiez. Je ne peux pas appliquer une mesure répressive parce que je n'ai pas cette mesure répressive. La mesure répressive policière, elle ne peut pas s'assurer que tout le monde respecte le couvre-feu. Il faudra envoyer l'armée. Ouais. Chose que tu ne veux pas faire. Pourquoi? Parce que tu vas perdre l'adhésion face à ces mesures-là. C'était la même chose pendant la grippe espagnole. C'est de la bonne foi que l'on demande aux gens, puis de l'adhésion. Puis comment tu le fais? En expliquant le plus simplement possible là où on en est rendu. Tu sais, les gens qui nous disent « on nous cache des affaires », on n'a comme pas intérêt à nous cacher des affaires. Parce que plus on nous cache des affaires, moins les gens vont adhérer. Puis tu sais, quand ils disaient « donnez-nous votre plan de déconfinement », c'est pas le temps, on n'est pas rendu là. Il y a comme une mesure du « soit on dit tout », puis on est dans la marde, soit on dit rien, puis on est dans la marde. Fait que c'est cette espèce de balance que les gouvernements doivent trouver aujourd'hui comme hier. Mais les mesures
Était-elle suivie à l'époque? Oui, elle l'était. Elle l'était, mais malgré tout, la maladie se propage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les techniques, justement, on n'a pas le Purell, on n'a pas les masques chirurgicaux qu'on peut envoyer partout. C'est des masques de tissu ou encore faits de manière artisanale et qui ne sont pas nécessairement aussi étanches que ceux que l'on a aujourd'hui. J'imagine aussi que le fait que la grippe espagnole était quand même pas mal plus mortelle que la COVID-19, ça encourageait les gens à respecter les mesures, hein, si tu vois. Oui, ça encourageait les gens à respecter les mesures, mais tu sais, à fin 1918, tu as eu à Victoriaville le grand congrès eucharistique qui a rassemblé 35 000 personnes au Québec. Les gens le savaient que la grippe espagnole était là. Puis pourtant, ils se sont dit, c'est pas grave, on le fait quand même. Puis après, tout le monde est parti dans les régions Québec. Ça a été le premier facteur de propagation. Donc, c'est pas parce que tu le sais que tu le fais pas. Tu sais, le fameux « Ouais, mais ce sera pas grave. Ouais, mais je vais le faire une fois. Ouais, mais... » Tu sais, la publicité était beaucoup là-dessus. Là. À un moment donné, tu voyais des gens... Bon, ben là, l'infirmière agère quelqu'un qui voulait juste aller voir son petit-fils, puis là, il est à l'hôpital. Tu sais. Puis les campagnes de sensibilisation, ils se faisaient comment à cette époque-là? C'est surtout par les journaux. Par les journaux, Les journaux t'envoyaient des grandes campagnes. Tu voyais aussi des règles que tu devais suivre. Mais il y avait des décrets gouvernementaux. Tu sais, quand tu dis les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, c'est fini, là. Puis il y avait quand même une puissance répressive du gouvernement. Mais de là à mettre des constants d'infraction, on n'en était pas là. On était vraiment dans « faut nous écouter ». Puis c'est le meilleur moyen de passer à travers. Puis avant de continuer trop dans la grippe espagnole, par rapport à la peste noire, parce que je pense que c'est une pandémie qui a quand même marqué les esprits, en tout cas qu'on connaît beaucoup. Ça, comment est-ce qu'il y a eu une réponse organisée comme gouvernementale par rapport à la peste noire? C'est ça, c'est que là, tu sais, quand on parle de gouvernement, on est à l'époque médiévale, la fin de l'époque médiévale. On est dans la constitution de royaumes qui, éventuellement, vont donner des États centralisés. La centralisation de l'État, c'est l'époque moderne, donc du 16e au 18e siècle. Avant ça, on est dans des entités qu'on pourrait qualifier de régionales. C'est séparés les uns des autres. Donc, c'est difficile d'apporter une réponse coordonnée de la part des États. Ce qu'on faisait, tout simplement, c'est que dès qu'il y avait un cas, c'était en quarantaine. On fermait la ville, personne ne pouvait y entrer ni en sortir. Ça, c'était le moyen. Puis, c'était les autorités locales qui le déterminaient. Puis, tu sais, de la même manière, aux États-Unis, tu vois que les États réagissent pas de la même manière. Quand je dis les États, la Floride se déconfine presque entièrement, alors que New York peine encore à le faire. On sait très bien que la différence entre les républicains et les démocrates est très grande de ce point de vue-là. Mais tu sais, c'est un peu ce qui se passait à l'époque de la peste noire. Si tu as un dirigeant qui dit non, on va pas le faire, puis encore une fois, le problème, c'est qu'il nous manque de documents sur cette époque-là. On n'arrive pas nécessairement à entrer dans des archives très précises. Puis ça, c'est pas avant un des éléments déterminants de la peste de Londres de 1665, c'est ce qu'on appelle les Bills of Mortality. C'est-à-dire qu'on publiait régulièrement le nombre de morts et les raisons pour lesquelles ils pouvaient mourir. Donc là, pour la première fois, tu as des statistiques de mortalité par rapport à l'épidémie. Donc, tu es capable de voir s'il y a une montée ou une descente. Et c'est là que les médecins vont analyser ce que sont les vagues, justement, pour déterminer. Il y en a qui vont dire, ça se calme l'été, puis ça repart après ça à l'automne. Ça se calme l'hiver, ça repart après ça au printemps. Tu sais, on parle du 17e siècle. Là. On arrive déjà à déterminer des grandes tendances qui s'inscrivent. Puis pour la grippe espagnole, ça a été la même chose. Puis on voit, si vous allez voir sur Wikipédia, la page de la grippe espagnole qui a pris une expansion fondamentale là, depuis à peu près 1 an, bien, on a retranscrit carrément ce qu'avaient fait les médecins avec les courbes, justement. Puis on voit les 3 phases, les 3 vagues, comme on appelle. Puis la dernière vague, comme elle commence à mourir à un moment donné, les gens s'y sont désintéressés. Puis tu vas voir que de plus en plus, avec la 3e vague, quand la vaccination ici va prendre de l'expansion, les gens vont s'y désintéresser complètement, puis on va avoir moins de documentation. Tu as toujours beaucoup de documentation quand on est dans le pire, tu sais, le pire de la 2e vague, quand il y avait 2000, presque 3000 cas au Québec. Là, les gens suivaient de manière frénétique ce qui se passait pour essayer d'évaluer, puis de voir. Puis ça va être les sources pour les historiens du futur. La peste, est-ce que ça a été aussi 3 vagues? Ça, on le sait pas. Okay. On le sait pas. On n'arrive pas à déterminer. Mais tu sais, j'ai envie de te dire que ça n'a pas nécessairement été 3 vagues, mais ça s'est étalé, ce qu'on pourrait dire, du 13e jusqu'au 18e siècle. Ah ouais. C'est une longue peste avec des petites éclosions à gauche et à droite. Tu sais, tu as eu la peste noire, tu en as eu une à Marseille en 1720, puis on considère qu'au 18e siècle, c'est parmi les dernières qu'il y a eu en Europe. Mais très vite, on a refermé les villes, mais la peste finit, commence l'épisode du choléra.
Fini l'épisode du choléra, commencent les grandes grippes avec les virus, les coronavirus, puis on est là-dedans, là. Tu sais, c'est un temps qui est beaucoup plus long. On a beaucoup parlé de la désinformation pendant la pandémie de la COVID. Les désinformations, conspirations, etc. Est-ce qu'on voyait ça aussi dans la grippe espagnole? Oui, il y en a même, en fait. C'est que pendant la grippe espagnole, les Allemands ont dit que cette grippe-là avait été envoyée par des conserves dans lesquelles on mettait la grippe espagnole. Il y en a d'autres qui vont dire que, justement, c'est pas une vraie grippe, que c'est pas compliqué. Puis, tu as des pseudo-médecins qui vont dire, c'est très simple, vous avez juste besoin de boire du rhum ou du gin, puis ça va passer. Il y en a qui vont dire, vous mettez un oignon, pas très loin de chez vous, dans votre maison, puis tous les virus vont venir se coller à l'oignon, puis après ça, vous jetez l'oignon, puis c'est fini. D'autres qui vont dire encore, vous prenez du camphre, vous le mettez un petit peu partout sur le corps, puis ça va empêcher toute forme de cochonnerie de venir. Mais tu sais, encore aujourd'hui, tu as du monde qui vont dire, prends une bonne shot de gingembre, mets-toi là dans le nez, puis t'es correct, là, tu vas passer à travers. Ouais. On a envie d'y croire. Tu sais, de la même manière que à une solution draconienne, il faut une espèce de réponse rapide. Puis cette réponse rapide-là, ça va être dans les objets du quotidien parce qu'on est capable de régler. Tu sais, les remèdes de grand-mère, c'est une très longue histoire. La mouche de moutarde aussi pour régler la grippe, ça va marcher très longtemps. Le sirop Lambert, dans lequel il y avait de l'opium, notamment, qui était très dangereux pour les enfants qu'on donnait. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de la stratégie d'éradication versus mitigation. Que, mettons, en Nouvelle-Zélande puis en Australie, ils ont beaucoup parlé de... eux, en fait, ils ont adopté une stratégie d'éradication. Ici, c'était plus une valve où on ouvrait, on fermait, dépendamment de la flambée épidémique. Est-ce que c'est des discussions qui ont eu lieu dans les pandémies avant? On ne sait pas. Ça, on n'en a aucune idée. Parce qu'on n'en était pas là, parce que ce que tu évoques comme théorie, c'est vraiment dans les années 1930-1940 que ça s'est développé. Où est-ce qu'on s'est rendu compte des facteurs de propagation du virus, qu'on a étudié de plus en plus. Puis tu sais, dans les années 90, on l'a vraiment étudié encore plus, le virus de la grippe espagnole. À 1990, là, c'est très récent comme analyse. Donc, de savoir est-ce qu'on fermait, est-ce qu'on ouvrait, on n'avait pas le choix de continuer quand même à avoir un certain lien. Parce que, tu sais, quand tu fermes une ville, si elle n'a plus de vivre, elle crève. C'est une ville qui est en siège, c'est une ville qui est fermée, qui est en quarantaine. Donc, comment fait-on pour être autonome à travers ça? La première technique qu'on utilisait, c'est sûr qu'on fermait toutes les valves avec la quarantaine. Tu sais, la quarantaine... D'ailleurs, on se demande des fois pourquoi 40 jours. Ça vient d'une théorie médicale qui est Hippocrate, un grand médecin de l'Antiquité, qui disait quand on a passé 40 jours d'une maladie, c'est une maladie chronique. Avant 40 jours, soit on en meurt, soit on se remet. Mais passer 40 jours, c'est correct, vous ne pouvez pas être contagieux. Donc, on a adapté ça. Aujourd'hui, quand on dit quarantaine, ce n'est plus 40 jours, là, c'est rendu 14 jours, des fois c'est un peu moins, etc. 10 jours de contamination pour certains. Mais, passé ça, on était correct. Donc, d'après leur système à eux, c'était dès qu'il y a un cas, on ferme les valves. Pas question de rouvrir tant que tout le monde n'est pas sain, donc passer les fameux 40 jours. Au-delà des 40 jours, c'est bon, ceux qui avaient à mourir sont morts, on peut passer à autre chose. Puis, ça, c'est une question un peu niaiseuse, mais est-ce qu'il y a d'autres pandémies en ce moment dans le monde? Il y a toujours des pandémies. C'est intéressant parce que, tu sais, si tu regardes l'OMS, il y a une pandémie de ce qu'on appelle l'obésité morbide, qu'on n'appelle plus comme ça maintenant. Ouais. Il y a même une pandémie de temps d'écran, pourrait-on dire. Okay. Il y a des pandémies aussi de grippe saisonnière. Il y en a, mais c'est pas la même définition. Mais pour y aller précisément, je vais laisser les épidémiologues se lancer là-dessus. Parfait. Bon, je pense qu'on a tous hâte que ça termine quand même, cette pandémie. Ah oui? C'est le feeling que j'ai, en tout cas. Comment est-ce qu'ils sont sortis, et surtout avant le vaccin, disons, dans la pandémie de la grippe espagnole, comment ça s'est terminé? Tout le monde est mort, puis... Oui, ceux qui avaient à mourir sont morts, puis c'est ce qu'on a appelé l'immunité collective, c'est-à-dire tout le monde, ceux qui ont été exposés, tout le monde ou presque a été exposé au virus, et ceux qui ont été exposés, pour la plupart, ont développé des anticorps. Des anticorps, c'est exactement le principe du vaccin. Le vaccin, c'est-à-dire, c'est qu'on vous injecte dans le corps des
cellules mortes, disons-le comme ça, là, je simplifie, qui forcent le corps à développer un système de combat pour développer des anticorps, ce qui fait que quand vous êtes exposé au virus actif, là, vous avez les anticorps pour le contrôler et pour le mettre de côté. Mais cela étant, pour la grippe espagnole, c'est bien sûr l'immunité collective, sans doute, qui a primé, mais encore une fois, je te le dis avec des guillemets parce qu'on ne le sait pas. Pour la peste, sans doute, on l'a éradiqué un peu. On dit qu'il y a eu des meilleures conditions d'hygiène, une meilleure alimentation, une capacité justement à vivre plus sainement dans les villes, parce qu'on s'entend que si tu mets des gens dans des conditions sanitaires affreuses, c'est le terreau parfait pour que se développe tout type de maladies, puis pas juste les grippes, la peste, le choléra, etc. Puis comme des fois ça vit dans les animaux, ça se transmet à l'être humain, et c'est comme ça que ça se développe. Mais pour la grippe espagnole, c'est sans doute l'immunité collective. Pour ce qui est des autres, c'est sans doute qu'on a éradiqué temporairement, ou dans certains cas, on a carrément trouvé un vaccin. Tu sais, la polio, on a trouvé un vaccin pour éradiquer la variole, la petite vérole, même chose. Où est-ce qu'on a réussi à développer des vaccins pour éviter justement d'être confrontés à ça? Pendant longtemps, les enfants étaient vaccinés contre la polio. Une des images les plus fameuses de l'histoire, c'est on voit Elvis Presley dans les années 50 se faire vacciner contre la polio, puis tout d'un coup, tous les jeunes se sont fait vacciner en disant « si Elvis le fait, on va le faire nous autres aussi ». Puis la polio, c'est affreux parce que c'est les enfants qui sont touchés, puis pour certains, ils deviennent paraplégiques. Ils ne peuvent plus marcher pour le reste de leur vie. Franklin Delano Roosevelt avait eu la polio et ne pouvait plus marcher. Il se promenait en chaise roulante. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui FDR, comme on l'appelle, Franklin Delano Roosevelt, c'est celui qui était le président américain pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a subi l'attaque de Pearl Harbor, notamment. On jouait beaucoup entre un balancier entre l'économie et le contrôle du virus. Oui. Et la force des choses a fait que il y a eu quand même un gros impact sur l'économie. J'imagine que ça a été le cas aussi dans les pandémies précédentes, comme les pandémies de la grippe espagnole. Comment ça s'est passé, puis comment est-ce qu'ils ont réussi à... Ça a pris combien de temps, en fait, avant qu'ils se relèvent de ce choc-là économique? Bien, ça a changé. Je vais te ramener un peu plus loin que la grippe espagnole. Tu sais, avant le 19e siècle, quand il y avait une épidémie quelque part, on fermait. À partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, le libéralisme, le capitalisme débordant, on se dit, on peut faire ce qu'on appelle des cordons sanitaires, mais il faut que l'économie se maintienne. Et c'est là qu'on va voir les maladies, les épidémies comme des entraves au commerce. Donc, on va se dire, faut continuer, faut qu'il y ait des échanges. Mais paradoxalement, en permettant les échanges, tu permets encore plus la propagation. Puis, comment on s'en est sorti de la grippe espagnole, pour répondre précisément à ta question? Bien, ça a été une expansion économique des années 20. Ce qu'on a qualifié d'année folle, là, mais comme je te dis, avec les nuances qu'il faut apporter, il y a eu justement des dépenses d'argent phénoménales, ce qu'on a appelé une bulle aussi. Tu sais, en ce moment, on vit une bulle immobilière au Québec qui n'est pas étrangère à ce qu'on a connu dans les années 1920. Bien, on a dépensé énormément, qui a mené au crash économique de 1929. Tu iras voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Mais tu sais, comment on s'en sort? On s'en sort par l'immunité collective. Comment l'économie s'en sort? C'est vrai que tout l'argent qui a été accumulé, ce que les gens n'ont pas dépensé, ils le dépensent après ça très rapidement. Et c'est là que les économistes d'aujourd'hui disent il va y avoir une période d'expansion économique. Notamment, il évalue dans les années 2022-2024, une grande expansion économique de ce point de vue-là, parce que tous les investissements qui ne sont pas faits vont être faits dans ces années-là. Est-ce qu'on se dirige vers un crash? Écoute, si j'étais devin, puis si l'histoire servait à ça, j'aurais investi dans des compagnies depuis longtemps, puis je serais millionnaire. Ouais. Donc, puis je te le dirais pas. J'en ai aucune idée. Si on se dirige vers un crash, de toute façon, le système capitaliste est fait pour avoir des phases de récession. Tu peux pas être en expansion économique systématique. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'on appelle l'altermondialisme sert à repenser la notion de croissance. Tu peux pas être en croissance systématique dans un système où les ressources sont finies. Un système qui croît sans arrêt, il faut qu'il y ait des ressources qui soient infinies. Puis la Terre, tu sais, quand tu as extrait tout le charbon de la Terre, il n'a plus, t'es dans la marde. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des crashs, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres bulles, c'est sûr qu'il va y avoir aussi un système, parce que le système est comme ça. Il est construit pour avoir des grandes phases d'expansion puis des gros crashs derrière. Puis il faudrait bien se voiler la face en pensant que le capitalisme est un capitalisme humain. Oui.
Comment tu vois, en tant qu'historien, comment tu vois la fin de cette pandémie-là? Ben, le vecteur premier, ça va être le vaccin, qui est quand même un des grandes nouveautés, je te dirais, puis la rapidité avec laquelle il a été trouvé, ce qui sous-entend pas du tout qu'il est mauvais. Au contraire, c'est qu'on voit que quand toutes les grandes entreprises se mettent dans un seul projet, on est capable de faire des choses hallucinantes. Ce qui nous montre que si l'humanité voulait vraiment régler les changements climatiques, on pourrait le faire. On pourrait s'en prendre en considération. Mais tu sais, la fin de cette pandémie-là va être une adaptation. On a été codé par la peur. On a été codé à être éloigné des autres. On a été codé à se laver les mains. On a été codé à porter un masque. C'est facile d'apprendre la peur. Très facile. Ça peut prendre quelques jours, quelques heures même. Mais la désapprendre, c'est des années. Ça va être bizarre. Et ça va marquer. Mais tu sais, j'ai 2 enfants, moi, qui sont âgés de 6 et 9 ans. Puis on se dit, ils s'en souviendront pas. Ils s'en souviennent. Puis de la même manière, les enfants qui avaient 6 et 9 ans en 1918, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la grippe espagnole, ils s'en souviennent. Ça marque, ça définit. Donc, nous-mêmes, on se dit, on a vécu un moment historique, on vit un moment historique. Et surtout, en tant qu'historien, j'espère qu'on ne va pas l'oublier. Parce que malheureusement, quand l'expansion économique, quand on va être sur les bars ou dans les bars, quand on va être à Hochelaga, quand on va être dans les festivals, quand on va fêter à 2 heures du matin complètement ivre à fumer un joint, on va se dire « Hey, c'est fini. » Oui, c'est fini, mais il ne faut pas l'oublier. Il faut s'en souvenir pour se dire « Il y a ça derrière. » Et je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne le sais pas. Tu parlais de l'importance du vaccin. Il y a des craintes qu'on va peut-être pas être capable d'atteindre les cibles de vaccination, de 75 ou peu importe. Est-ce qu'il y a des campagnes de vaccins qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint leur cible dans le passé? Oui, la campagne de la grippe au début des années 2000, on arrive à les atteindre. Mais faut... Tu sais, c'est toujours difficile parce que tu peux pas convaincre par la force. Il faut que tu convainques en expliquant. Puis, autant il y a certaines personnes, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu les auras pas. Mais ça passe par l'éducation. Puis surtout l'éducation de la jeunesse. Je pense pas que les vieux soient à convaincre, mais quand tu vois quelqu'un de 20 ans qui dit « Oh, je me ferai pas vacciner », c'est la notion d'empathie qu'il faut développer chez les autres, parce que c'est pas tant toi que tu vas protéger que tous les autres. Puis c'est le lien qu'il faut faire. Puis notre société n'est pas construite comme ça. Notre société est construite par le self-made man, c'est-à-dire moi. Je suis une entreprise de moi-même. Je me définis, donc je n'ai pas besoin des autres. Tout le système capitaliste qui est le nôtre des années 2020 et même des années 2010, 80, 90, c'est, tu sais, quand on dit « No man is an island », aucun homme est une île, bien, c'est comme ça qu'on nous construit quand même. On nous dit « Soyez vous-même, élevez-vous au-dessus de la foule ». Puis là, pour la campagne de vaccination, on nous dit l'inverse. On nous dit « Non, mais on a tous besoin les uns des autres ». Puis on a été complètement codés à l'inverse depuis des années. Puis il faut apprendre l'empathie, la bienveillance pour « Je me fais vacciner pour toi qui est immunosupprimé, qui s'il pogne, crève dans les 2 semaines. Je le fais pour toi qui a eu de la chimiothérapie, qui est mon ami et qui, si tu le pognes, tu crèves. Donc, oui pour toi, mais pour les autres. Puis il y en a qui disent « Ouais, mais c'est les Big Pharma qui vont nous... » Vos gueules! C'est être bien aveuglé que de penser que des scientifiques qui sont formés par des années d'études qui ne pensent qu'à l'argent. La santé publique ne pense pas qu'à l'argent. Oui, il y a des facteurs. Oui, il y a des éléments. Oui, il y a des problèmes de brevets. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais de penser qu'il y a une grande conspiration pour engranger des profits des Big Pharma, c'est se voiler la face aux problèmes sanitaires. Et je pense que le seul moyen, c'est de l'expliquer le plus simplement du monde. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais peut-être si tu as quelque chose à rajouter, c'est quoi tes espoirs ou qu'est-ce que tu veux qu'on retienne pour l'après-COVID? Beaucoup de choses. La première chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que
c'est pas parce que tu as quelque chose à dire que tu es obligé de le dire. Mm-hmm. Absolument. Sur les réseaux sociaux, une pensée qui est trop verte n'a pas été écrite ou dite. Tu sais, toi puis moi, on peut aller prendre une bière, pas avoir de micro comme ça, comme on les a. Puis bien honnêtement, moi, je teste beaucoup d'idées. Puis ça m'arrive, tu sais, je parle des fois avec ma blonde, puis je fais « Hey, savais-tu que telle affaire? » Puis là, je parle, puis je fais « Hey, ça marche pas. Ça marche pas, mon affaire. » Tu sais, je te donne juste mon fil de pensée que j'avais dernièrement. J'étais en auto avec ma blonde, puis je fais « Hey, j'ai lu quelque chose pendant ma thèse. » C'était Walter Benjamin qui parlait de l'homme sandwich. Tu sais quoi l'homme sandwich? Non. C'est les gens qui se promenaient avec des pancartes, okay. Tu sais, en disant « Venez acheter les polos Lacoste, sont les meilleurs, etc. Puis je disais, c'était le symbole par excellence de l'individu qui va s'aliéner à une grande marque. Mais il est payé pour ça. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les gens qui payent pour arborer les grandes marques. Je dis, on est tous en train de devenir des hommes sandwich. Puis là, je fais, ouais, mais ça marche pas quand même parce qu'il y a des gens qui veulent pas porter de marque. Puis je fais, ah ouais. Mais tu sais, ma pensée n'était pas finie. Ouais. Puis il faut que tu le testes. Puis c'est correct de pas avoir des pensées finies, mais ne les écris pas. Puis c'est là que de tester des affaires, de se dire, hey, je suis dans le champ. Je suis vraiment dans le champ. Puis c'est là que la discussion avec des gens proche de toi peut être utile. Puis tester des idées, mais testez-les pas sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu vois du monde qui font des tweets, tu fais « Pourquoi t'écris ça? » Puis après ça, il fait « Ah ouais, je suis pas sûr que je suis encore d'accord avec ça. » Ben c'est sûr que t'es pas d'accord parce que la pensée évolue puis est en mouvement. Puis tu sais, le meilleur moyen, c'est carrément de prendre le temps de dire les choses. Puis c'est là que, tu sais, nous autres, les universitaires, on va dans des colloques, on teste des idées avec des questions-réponses. Puis tu fais ce qu'on appelle des colloques, puis tu présentes tes résultats de recherche, puis il y a des gens qui disent « T'as pas pensé à ça? » Puis toi, tu fais « Oh, non, j'ai pas pensé. » Fait que fait que quand tu arrives à l'écriture, tu fais « Une chance qu'il me l'a dit, j'aurais pas travaillé là-dessus. » Puis je pense que ça qu'on peut apprendre de la pandémie. L'autre chose qu'on doit apprendre, c'est que il y a des gens qui ont fait des études sur le sujet, pas toi. T'es pas expert en épidémiologie, t'es pas expert en vaccin, t'es pas expert en telle chose parce que t'as vu une vidéo sur YouTube. Puis avoir la modestie de le reconnaître. Les deux vont ensemble d'une certaine façon. Oui. Si tout le monde parle moins, ça laisse plus d'espace aussi pour ceux qui s'y connaissent. Ben oui, puis le fait que tu donnes la parole aujourd'hui à des spécialistes, ça permet carrément de se faire une tête sur un sujet, puis de ne pas arriver avec des vérités établies. Tu sais, quand tu arrives avec quelqu'un où est-ce que tu veux lui expliquer la vie, c'est le meilleur moyen pour te faire détester. Ouais. Mais, tu sais, c'était Étienne Klein, qui est un grand scientifique, qui fait de la vulgarisation aussi. Il dit, le problème avec les scientifiques, puis avec les gens en général, c'est que celui qui arrive puis qui va exprimer ses doutes par rapport à une pensée, puis qui ne sera pas sûr de ses affaires, ne sera pas écouté. Alors que l'autre, qui va arriver comme un train, qui va te rentrer dedans avec ce qu'il pense être des vérités, il va dire « Hey, lui, il l'a dedans, il le sait, c'est ça. » Mais le doute, c'est pas nécessairement un vecteur de faux. Au contraire, c'est un vecteur d'honnêteté, puis de sincérité, de vérité. Alors que l'autre qui arrive avec son train, tu sais, un train de marde qui te rentre dedans versus une pensée en fleurs qui se construit tranquillement. Je préfère les fleurs que de la marde qui me rentre dedans. C'est moins instinctif. Je pense, il faut aller contre ça. Ben, on aime ça que quelqu'un arrive et nous dise c'est ça. Puis c'est comme les boxeurs. Quand tu boxes à un moment donné, il faut que tu recules ton pied au moment où tu avances pour donner un jab ou un uppercut ou quelque chose. C'est contre-productif de reculer le pied au même moment que tu tapes. Mais pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Il faut apprendre à avoir une espèce d'autodéfense intellectuelle, comme le disait Normand Baillargeon. Il faut que tu sois capable de voir un filtre, non pas pour déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais pour se dire, attention, on m'arrive avec une vérité peut-être trop affirmée, mais avoir soi-même cette espèce d'hygiène intellectuelle, je pense que c'est bon. Puis ça veut pas dire, hey, c'est faux ce que tu dis, c'est comme, OK, j'entends ce que tu me dis, je vais y réfléchir. Puis t'es pas obligé de réagir tout de suite, tu fais, OK, c'est cool, puis écoutez. Absolument. Sur ces belles paroles, tu réponds à toutes mes questions, Laurent, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, tout va bien. Merci énormément, Laurent Turcot. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? À l'Université du Québec à Trois-Rivières, très souvent. Sinon, sur YouTube. À la porte. Oui, c'est ça. L'histoire nous le dira. Puis sinon, le balado Fan d'histoire sur Radio-Canada Audio. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bye.
Vérité ou Pandémie est soutenu par les fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou Pandémie, où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur véritéoupandémie.com pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.